où je reçois maintenant Josiane Balasco pour la sortie en salle du Fils du Français. Josiane Balasco, bonsoir. Le Fils du Français, comédie de Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, avec Thierry Frémont et vous. Et je propose qu'on regarde tout de suite un extrait pour se mettre dans l'ambiance et voir le look de Josiane Balasco dans ce film Magnéto. Mettre un peu la main à la pâte, non mais tu l'entends? J'ai jamais autant trimé de ma vie. On n'arrête pas du matin au soir, ramasser le bois, aller chercher de l'eau à la rivière, sortir leur saloperie de plantation. Et encore, moi je suis une manuelle. Et elle, c'est une artiste. Hein? Regarde là, en quel état elle est, la pauvre. C'est fragile, les artistes, c'est délicat. Laisse-le. On voit bien qu'il s'en fout, hein. Bon, il est là, tranquille, le cul dans son hamac, toute la fin de journée. Comme un vrai Indien, regardez les femmes bosser. Parce que c'est les femmes qui se tapent tout le boulot chez ces sauvages. Écoutez, j'y suis pour rien, moi, si la société indienne est légèrement machiste. Légèrement machiste, mais c'est pas vrai, je rêve. C'est des esclavagistes, tu veux dire, de vrais Macron, oui, pire qu'à Pigalle. On est des bestiaux pour eux. Le Fils du Français de Gérard Lauzier, alors là, le look, quand on vous voit comme ça, c'est rassurant, parce que, dis non... Ah bah oui, non, mais c'est ça l'amusant dans ce métier. Ouais. C'est de se déguiser. Ah oui, vous êtes bien déguisé. C'est d'un seul coup de passer d'un personnage à un autre et puis d'en endosser Et puis là, vous êtes parti, enfin on va parler après, vous êtes parti pour faire Le Libertin de Gabriel Aguillon. Oui, changer de costume. Là, vous êtes dans un costume 18e siècle. Oui. Oui. Alors le pitch du film, parce qu'ici on parle de pitch. C'est quoi le pitch? Le pitch, c'est ce qu'on raconte à un producteur en 2 lignes sur la croisade pour lui tirer de vendre l'argent. l'histoire. Voilà. D'accord. Alors le pitch, moi je vais le dire, Voilà. hein, c'est 2 grands-mères en Amazonie. Oui, ça pourrait être ça. C'est ça. Oui, oui. Ou alors on pourrait dire aussi que c'est un Parisien dans la jungle, comme il y a eu un Indien dans la ville. Oui, ou deux Parisiennes dans la jungle. Voilà, Oui. 2 Parisiens dans la jungle. Alors, Légèrement plus âgés que le héros de l'autre film, mais enfin bon. vous faites un rôle, c'est un peu des aventures à la Tintin, un peu BD, quoi, et vous faites une sorte de capitaine ad hoc, un peu... Ouais, entre Madalton et le capitaine Voilà, Haddock, ouais. vous appelez Suzanne Garcin, vous êtes la grand-mère indigne, loubarde, qui joue au poker. Fumeuse de gitane qui pique dans Ouais. les épiceries arabes parce qu'elle n'est pas raciste. Donc, Oui, voilà. oui c'est ça. Et il y a Fanny Ardant avec vous. Alors, bon, vous nous avez déjà beaucoup fait rire au cinéma. Fanny Ardant, à part Vivement Dimanche... Pédale douce. Et Pédale douce, oui, on l'a oui. rarement vue dans des rôles drôles. Elle est étonnante, non? Mais je crois que c'est tout le mérite des metteurs en scène qui font appel à elle pour ce style, la comédie, parce que c'est une actrice qui est quelqu'un de léger. Donc elle peut jouer la comédie. C'est quelqu'un de magique, Fanny, quelqu'un de rapide. Donc elle est tout pour pouvoir jouer la comédie. Vous faites une drôle de perle. Comme vous êtes concierge, vous appelez Digicode, hein? Oui, ben j'ai été remplacée par un digicode. Voilà. Et elle s'appelle Lexomil, c'est ça, Oui, non? parce qu'elle prend beaucoup de calmants. Parce qu'elle prend beaucoup de calmants. Elle est un peu défoncée pendant Ouais. le film. On pourrait dire beaucoup de gens se défoncent en France, mais ils se Ouais. défoncent légalement, avec des drogues prescrites par Bien le sûr, toubib. bah Donc oui. elle fait partie de... Toutes les drogues, il y a beaucoup de drogues en vente libre, Oui, c'est clair. le personnage en abuse. Alors, Lauzier a été inspiré par ses 2 vraies grand-mères pour écrire ce film. Il avait une grand-mère paternelle qui était un peu comme Fanny Ardant, hein, et une grand-mère maternelle qui était un peu comme vous, qui était marseillaise, Ouais. communiste. Et oui, un petit peu comme ça, rebelle. Alors, lui, il a vécu en plus au Brésil 8 ans, donc il connaît l'endroit. Bien que ça n'ait pas été tourné, c'était tourné où? C'est pas au Ça a Brésil? été tourné pour des raisons de production, pour des raisons de coûts de production, au Venezuela, parce qu'à l'époque, je crois que le Réal au Brésil était à un cours très haut. Il y avait vraiment des difficultés à pouvoir monter le film là. Donc on a tourné au Venezuela dans des décors qui sont tout à fait similaires, puisque Ouais. c'est L'Orénoque. l'Amazonie et l'Orénoque. Voilà. Il y a beaucoup d'argent dans le film, non? C'est un film qui C'est a bien des produit, moyens, hein. Ah oui, et les puis moyens. on les voit à l'écran. Oui. Oui. Alors, vous avez souffert pendant le tournage? Non, j'ai souffert moins que certains, parce que Ouais. l'équipe technique souffrait beaucoup plus que nous. Non, on savait qu'on n'allait pas partir au Club Med. Ouais. Voilà. Et tant mieux, d'un sens. Hein. Donc on savait que ce serait un petit peu une aventure. Il y avait quoi? Il y avait des bêtes, il y avait des insectes? Il y avait des moustiques et des petites bêtes. On est dans le pays, on est dans leur pays, hein. Ils nous Ouais. tolèrent. Et ils m'aiment beaucoup. Les pourris? Les pourris, c'est des tout petits moucherons qui vous piquent C'est terrible. inlassablement toute la journée. C'est très beau le Rénoc, mais il faut le voir dans un scaphandre. Nous, on va le voir au Mais à cinéma. part ça, c'est très photogénique. Et les serpents? Il y a eu des serpents aussi? Oui, il y a eu quelques serpents. Pour l'anecdote, il y en a un qui m'est passé entre les pieds, un serpent mortel. Mais bon, je l'ai appris après, qu'il n'y avait pas de remède sous la main. Ah oui, d'accord. Et Oui. puis il a été malade, Lauzier, vous l'avez remplacé pendant 2 jours. Heureusement que vous êtes réalisatrice en même temps, parce que... Mais j'étais très perturbée. Il a été malade. J'arrive un lundi sur le plateau, on me dit Gérard ne peut pas assurer le tournage, je te demande de prendre la relève. Et j'étais paniquée, parce que moi j'étais très peinarde. Quand Ouais. on est acteur, comme disait Coluche, ça a mettait un peu de feignant par rapport au On metteur attend en scène. beaucoup, oui. Donc on attend, on est là, on vous prend en charge et d'un seul coup on te dit est-ce que tu veux. Bon, j'ai accepté, est-ce que tu veux reprendre pour 2 jours parce que Gérard ne peut pas la mise en scène. Alors tu dis mais attends, mais moi les acteurs ils ne lisent que ce qu'ils ont à faire. Attends, c'est quoi le prochain décor moi, Voilà, puis ça s'est fait. Ça s'est bien passé? Ouais. Là, oui, vous étiez parti pour vous reposer, enfin, d'une certaine façon, Oui. quoi, en tous les cas, pour pas trop vous emmerder, quoi. Il y a eu les moustiques, les serpents et la vésicule biliaire Oui. de Lauzier.
Mais il y avait Fanny et Thierry, donc les comédiens avec qui on travaillait, qui sont des gens formidables. Ouais. Il est bien Frémont là-dedans. Hein. Ah, il est formidable. Vachement bien. C'est dommage qu'on ne le voit pas plus souvent, lui. Il est fort. Et il a aussi un personnage comique comme ça, de petit aventurier un peu coq sur les bords et qui va en prendre plein la tête. Oui. Non, c'est un film parfait là pour les vacances, il faut le dire à nos amis. Hein, c'est un film pour les enfants. Ah oui, c'est un film famille, là pour les vacances, c'est réglé, c'est total. Alors, vous, au début du film, avant que vous partiez en Amazonie avec Fanny Ardant et le petit Benjamin, vous êtes donc concierge au chômage, puisqu'elle dit Digicode, passez votre temps dans un café, et en fait, c'est comme ça que vous avez commencé. C'est-à-dire, quand vous étiez petite, vos parents avaient... pratiquement, je suis née dans un bistrot. Enfin, mes premières années, c'était près à Saint-Ouen. Mes parents avaient acheté un tout petit truc, mais minuscule, où ils vendaient de la bouffe à emporter pour les ouvriers de l'usine Citroën, parce qu'il n'y avait pas de cantine à l'époque. Les mecs amenaient leurs gamelles. Donc, ils faisaient de la bouffe à emporter. Donc, les ouvriers pouvaient venir remplir leur gamelle. C'est pour ça que vous êtes forte en cuite, alors, au cinéma. Vous en avez vu des mecs qui prennent des cuites? Non, mais j'en ai vu beaucoup. C'est dans le Grand Cri d'amour? Dans le Grand Cri d'amour, et puis aussi dans l'ivresse, oui. Oui, j'ai vu pas mal de gens cuiter. Et quand vous avez fait Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, vous avez fait raconter la blague que vous avez fait à Jean-Jacques Zilberstein, le jour où vous avez fait semblant de vous Zilberman, pardon. Vous avez fait semblant de vous bourrer la gueule. Oui, j'ai fait ça. Je l'avais fait 2 fois, ça. Je l'ai fait sur Trop belle pour toi, avec Carole Bouquet. Mais ça s'est terminé beaucoup plus tôt, parce que j'avais dit à Carole, bon, tu me suis, et chaque fois que tu me demandes si je veux pas un café. Et on avait à tourner une scène de lit, puisque je passais pratiquement tout le film au lit. Et une scène difficile où Carole devait me dire avec quoi il couche, ce type, enfin bref. Et donc, j'ai fait la fille bourrée. Et Bertrand s'est dit, oh putain, ça y est, bourrée agressive. Ouais. Vous arrivez avec les lunettes noires dans ces cas-là? Non, là, j'avais pas les lunettes noires, mais ça s'est terminé assez vite parce que je suis tombée du lit. Et au fur et à mesure, on entend sur le plateau une espèce de silence feutré qui s'installe. Même les machinaux tapent doucement et, avec leur marteau. Et puis sur le film de Jean-Jacques, ça a duré plus longtemps, non par ma faute, mais parce qu'un concours de circonstances a fait que j'ai dû tenir 2 heures en faisant semblant d'être bourré. Et c'est très fatigant. Oui. Vous êtes une grande spécialiste. Oui. Alors, votre père, il était yougoslave, il s'appelait Balaskovic. Vous avez changé parce que vous dites que ça fait un peu joueur de foot, Balaskovic. Balasco, Et vous êtes allé en Yougoslavie à l'époque, il y a 20-25 ans. Vous trouviez ça pas mal, non? Je trouve, la Yougoslavie, dans les années 60, c'était la Suisse des pays de l'Est. Je veux dire, c'était un pays où il y avait de tout. On manquait de rien, il n'y avait pas de queue devant les magasins, ils étaient remplis. On pouvait circuler, c'était un pays où on pouvait sortir, on pouvait aller travailler à l'extérieur, en revenir. Et je ne suis pas retournée depuis très très longtemps, hélas. Là, sérieusement, on ne va pas faire d'interview là-dessus, mais vous avez été choqué quand Belgrade a été bombardé, comme par exemple Patrick Besson, dont la mère est yougoslave et qui est parti là-bas à Belgrade. Ça dépend de quel côté on est. J'ai été choquée quand la ville où vivait ma famille a été Vukovar et Osijek, puisque c'est la côté croate. Bon, je suis d'origine croate. Ah, vous êtes croate. Voilà. Ça se voit pas du tout. Donc c'est vrai, on se demande comment ça a pu dégénérer comme ça, parce que ce sont des gens qui ont vécu ensemble, qui ont la même tradition, la même culture. C'est nos frères, on est allés les bombarder. Enfin, je sais pas, ça n'a pas tellement choqué les gens ici. Pourtant, c'est un peu... On n'a pas peut-être été... on a été plus concernés par la guerre du Golfe. Il n'y a pas de pétrole. Et la mort de Tudjman, vous trouvez que c'est... Je sais pas. Vous savez pas? Je sais. Alors ça, j'ai pas étudié le dossier avant de venir ici. Ouais. Mais j'en sais rien, il faut espérer. Il faut espérer. Qui a beaucoup fait pour la Croatie, mais en même temps, il était un peu autoritaire. Quand Tito est mort, il n'avait pas de dauphin, et c'est là où ça a commencé à merder. Espérons qu'en Croatie, ça ne va pas commencer à merder à ce moment-là. D'accord, oui. Qu'ils ne se reproduisent pas la même chose. Oui. Alors donc, votre premier théâtre, comme on disait, c'était un bistrot, et votre mère vous disait, je préfère te voir jouer de l'accordéon dans le métro que de voir travailler dans un bureau. C'est sympa d'avoir des parents comme ça. Non, mais j'ai jamais appris l'accordéon parce que c'était trop compliqué. Ouais. Oui, je crois que ma mère m'a donné envie d'aventure, enfin l'aventure, disons de prendre des risques. Ouais. Oui. Alors en classe, on vous appelait le cerveau, parce que vous étiez vachement doué, vous étiez première en français. Et vous lisiez beaucoup de science-fiction à l'époque, non? C'est dans les années 70. J'ai découvert la science-fiction avec Lovecraft, tout ça. Lovecraft, avec Philippe Cadic. Philippe Cadic, génial. Parce que maintenant, on le découvre, Philippe Cadic, mais ça fait 40 ans ou 30 ans qu'il écrivait. Et j'écrivais dans des fanzines. J'avais mis plein de gens qui travaillaient à fiction, à Galaxy. C'était votre truc, ça? Ouais. Et quand vous vouliez faire au début du dessin? Ou d'écrire des... Oui, puis bon... Écrire de la SF, des choses comme ça. Et comment vous êtes retrouvé chez Tania Balachova, alors? Parce que j'étais pas... Je savais bien dessiner, mais pour les couleurs, ça allait pas. Ah bon? Dès que je mettais des couleurs, c'était merdeux. Alors là, vous êtes allé au cours, donc et je suis allée au cours Balachova, simplement pour me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire si je faisais du décor de théâtre? Parce que je voulais toujours rester, avoir un métier en relation avec le graphisme, avec le dessin, l'art. Et j'avais une copine, une amie d'enfance qui était au cours, elle m'a dit, ben, viens voir. Et je suis arrivée avec mon carton à dessin dans ce cours, où cette bonne femme formidable qui s'appelait Tania était professeure. Tania Balachova, qui avait été la créatrice de Huis clos. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire là, avec le carton à dessin? Ici, on vient pour travailler le théâtre, on ne vient pas pour apprendre à dessiner.
Alors je dis, bah, je sais pas, je vais voir. Elle me dit, bah, vous verrez bien, mais je pense pas que vous allez garder longtemps votre carton à dessin. Et effectivement. Vous avez fait une scène, ça a marché, et voilà. J'ai attendu longtemps, parce Ouais. que j'étais très timide. Et puis un jour, on m'a demandé de faire une scène comique, de donner la réplique. J'avais même pas étudié. Un copain m'a dit, veux-tu me donner la réplique? Donc j'ai travaillé un petit peu, et je me suis rendu compte que je faisais rire. Et c'est une drogue terrible de Bien faire sûr. rire. Là, vous avez rencontré l'Ermite, Lavanant, qui sont restés évidemment Oui. des copains à vous. Après, vous avez fait des premiers spectacles. Quand je serai grande, je serai paranoïaque. J'adore ce titre. La pipelette ne pipe pas plus, j'adore. C'est vraiment des titres formidables. Oui, et un jour, Coluche vous remarque Oui. et il fait pour vous Ginette Lacaze. Non, donc, et c'est pas, comme ça l'histoire. il avait déjà monté Ginette Lacaze à l'époque du vrai chic parisien. Et puis quand il est commencé à devenir connu, quand il a dit Lederman allait le lancer comme un paquet de lessive, c'est ce qu'il a Ouais. dit. Les mecs, j'ai rencontré un producteur, il va me lancer comme un paquet de lessive. Effectivement, Lederman a fait de Coluche, a permis à Coluche de devenir vedette, et Coluche a voulu revenir à ses premières amours et remonter Ginette Lacaze. Donc il a refait une autre distribution où il y avait Lanvin, Clavier, l'Ermite. Que des moi. stars, Voilà. qui sont devenus des stars, Enfin, oui. et puis ça n'a pas marché, parce qu'il y avait des moyens. Et finalement, quand il y a des moyens, alors qu'ils avaient monté ça avec 3 bouts de ficelle dans un petit café-théâtre, ça n'a pas marché, mais c'est une foule de souvenirs Ouais. merveilleux. Alors après, bon, on va tout passer, parce que sinon, on y sera encore demain matin, tout ce que vous avez oui, fait. oui, on va. Non, mais c'est incroyable, là, quand on regarde maintenant. Ouais, avec je un peu regarde de pas recul. trop, moi. Moi, j'ai regardé. Bon, Ça me fatigue. C'est fou. Alors, évidemment, elle est bronzée, le Père Noël est une ordure. Alors après, en 85, Sac de nœuds, là, vous êtes non seulement interprète, mais réalisateur. Hein, puis vous avez déclaré, c'est assez drôle, tant qu'à prendre quelqu'un qui fasse son premier film, pourquoi pas moi? Oui, mais j'étais un peu obligée, on n'avait pas trouvé quelqu'un pour faire... J'avais Ouais. écrit le scénario avec Jacques Audiard, et moi je voulais pas le réaliser au départ, je voulais jouer. Ouais. Et puis on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Alors, bon, ils m'ont poussé un peu, Blanc venait de faire un film qui avait marché. Allez, bon, j'ai dit, bon, ben ok, Ouais. vraiment j'avais la trouille. C'était pas mon truc au C'était départ. réussi. Après Nuit d'ivresse, alors Trop belle pour toi, où là, c'était quand même déjà autre chose. César, en plus de la meilleure actrice. Non, il faut rendre à César ce qui est à César. C'était Carole. Ah non, c'est Carole qui a eu le C'est César? Carole Bouquet. Ah, c'est oui, pas bien vous? sûr, c'est Carole. Mais j'étais persuadé que c'était vous, moi. Non, on se Vous auriez pu partage. l'avoir, On se ouais, le partage. ouais. Gazon maudit, ça c'est vous, complètement. 4 millions d'entrées. Oui. Un grand cri d'amour avec Richard Berry. Alors on a fait un sujet l'autre jour sur le frère de Richard Berry, Oui. qui était votre mari, Oui. qui est sculpteur Oui. et qui fait plutôt des bonnes sculptures. Ah, il est un excellent C'est marrant, il est sculpteur. pas Ce pas n'est super parce qu'il est connu. de la famille. Non, mais c'est je vrai. crois que vous savez, être super connu en art, ça veut rien dire, Oui. parce qu'un type comme mais il César, fait des il a trucs très commencé bien. à être connu très tard. Oui. Donc, sans comparer Philippe à César, je veux dire, c'est plus long. On n'attire pas forcément les médias quand on fait de l'art. Ouais. Voilà. Mais alors on a vu dans Voici cet été que vous vous étiez quitté, c'est pas vrai? Il faut pas toujours croire tout ce que dit Voici. Alors, vous êtes assez militante comme fille, hein. Vous avez milité beaucoup au mouvement. Enfin, Militer, moi, militante sur l'avortement là, à l'époque, le MLAC. Oh, je sais, j'étais Vous envoyez des filles en sympathisante. Hollande dans des autocars Oui, pour se faire oui, ça, avorter parce qu'on oui. n'avait pas le droit en France. Ça, je me rappelle Ouais. de ça. Mais militante, vraiment pure et dure, non. Droit au logement, tout ça. Droit au logement, Ouais. je les ai aidés, mais je crois que c'est bien de pouvoir aider, parce que médiatiquement, à partir du Ouais. moment où vous êtes là, bon, ça focalise un petit peu l'attention, c'est tout. Est-ce que vous êtes coluchiste, politiquement? Coluchiste, politiquement, j'ai été beaucoup influencé par Michel, on a tous été Ouais, beaucoup influencés par Michel. Mais bon, je sais pas ce qui se passerait s'il était encore là, il aurait du boulot. Vous avez dit à son sujet, à sa mort en 86, il n'y aura plus personne maintenant pour remuer la merde, pour pointer son gros doigt sur les enculés mondains, sur les fachos de tout poil. Vous Mais pensez je- qu'il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui? Pas aussi fort? Non, pas aussi fort. Pas aussi fort. Non, pas aussi fort et pas aussi de manière aussi efficace. en tout Alors, cas. au premier tour, en 95, vous avez voté Chirac à cause du sang contaminé. Vous avez déclaré « Je préfère voter pour des enculés que pour des assassins ». Ouais. Oui, j'ai dit ça, vous savez, j'ai un langage assez Non, mais c'est bien. particulier. Non, mais c'est oui, bien. oui, c'est vrai. Moi, je ne renie pas. Ouais. Non. Et maintenant, même maintenant? Maintenant, je sais pas, je crois que je vote toujours. J'ai pas voté au deuxième Au deuxième tour. tour, c'était pas là, Je ouais. sais pas. Ouais. Maintenant, je sais pas. Je crois que ça se ressemble beaucoup la droite Ouais. et la gauche, donc on sait pas. Faut faire un petit peu. Alors, quand on vous demande quelle était votre plus grande chance dans la vie, vous dites, c'est assez bien, d'ailleurs c'est une phrase qu'on devrait tous prendre en compte, c'est d'être née blanche dans un local chauffé. Oui, c'est vrai. C'est parce vrai, que oui. On est toujours en train de On est parler toujours en train de de se la femme, plaindre, de se plaindre. ouais. Et j'ai eu la chance de naître dans un pays où je ne serais jamais voilée, où j'aurais le droit aux études, Ouais. où j'aurais le droit de vivre, où je ne serais pas cachée, où je ne serais pas mutilée, où je pourrais avoir les enfants que je désire. Donc c'est une chance énorme par rapport aux millions de femmes qui vivent comme des bêtes. Non, mais c'est bien de se le répéter. Alors, quand on vous parle de vos chances, vous dites, il y en a une autre de chance, c'est que la nature m'a gâté en me donnant la faculté de perdre très rarement mon aplomb. C'est vrai que ça doit être dur de vous déstabiliser. Bon, vous, ça non arrive. Ça arrive. Mais c'est le côté, je vous emmerde, quoi. Ouais, c'est le côté, voilà, c'est ça. Alors, vous avez déclaré, on va terminer là-dessus, d'accord, la beauté n'est pas mon atout majeur, mais je trahirai mon image de star à la manque.
si d'un coup de baguette magique, je devenais la Vénus de Milo. Oui, c'est vrai que ça mais serait... sans les bras, ce serait un peu emmerdant. D'abord, il n'y aurait pas de bras. Non, je sais pas, je crois qu'il faut s'accepter. Et à la fois, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir recours à la chirurgie esthétique. Moi, je me suis fait refaire le pif quand j'étais jeune. Oui, j'en ai pas parlé. Voilà, je savais, donc voilà, pas parlé. parce que c'était un truc qui me focalisait, je me focalisais là-dessus. Bon, ouais, il est bien, ça va. Bon. Donc, je ne vais pas jeter la pierre aux gens qui sont faire ça. Le problème, c'est que tout le monde finit par se ressembler. Toutes les femmes finissent par se ressembler à des travelots. Vous savez, c'est eux les premiers qui ont expérimenté les bulles, les pommettes, la bouche et maintenant le cul. Donc, c'est un peu travelisé, là. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Customisé, dit Elisabeth Quint, c'est un très beau mot. Les gens sont customisés. Voilà. La femme. Bien, en fait, vous dites, je me suis toujours senti clown et bien de l'être, quoi. C'est-à-dire, ça commence au bistrot à l'âge de 6 ans, et puis voilà. Et ça se continue dans le Fils du Français. J'ai pas de honte, il n'y a pas de honte à faire rire. Ah bah non, y a pas de honte. Non, mais on pourra avoir se dire, merde, vous n'avez pas envie de changer. Moi, je veux bien si on propose un rôle dramatique, mais de moi-même, ça me déplaît pas que les gens me disent, vous nous avez fait rire. Au contraire. Vous aurez une belle vie quand même, vous, non? Ben, on verra ça à la fin. Ouais, mais jusque-là, tout va bien. Jusque-là, je me démerde. Hein? Ouais. On enchaîne avec notre coup d'œil en coulisses sur les 3 pièces signées Tchekhov, Koltès et Barker, jouées en simultané par la compagnie belge Utopia au théâtre de Gennevilliers. Jérôme Cassou est allé utiliser son double don d'ubiquité, Magnéto. La compagnie belge Utopia arrive au théâtre de Gennevilliers pour présenter 3 spectacles tous aussi déconcertants les uns que les autres. La première de cette série s'intitule « Enterrer les morts, réparer les vivants » d'après la pièce de l'écrivain russe Anton Tchekhov, Platonov. Armel Roussel règle les derniers préparatifs de son spectacle. C'est le moment où tous les invités arrivent pour le mariage de Sofia et de Sergueï. Et donc c'est l'avant-dernier invité qui est joué par Zaza. Et le personnage s'appelle Marina Bougrov. À la vieille juive que je suis, moi cette chaleur me rappelle la Palestine. Platonov est la première pièce écrite par l'auteur à l'âge de 19 ans, une pièce phare du répertoire théâtral. Moi, quand je lis les pièces de Tchekhov, Les Trois Sœurs, etc., je trouve que c'est un auteur assez hystérique. Platonov est une pièce inachevée, elle laisse libre cours à l'imagination des metteurs en scène. Quand je dis hystérie, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des gens qui hurlent et qui se traînent par terre sur le plateau. Je dis que simplement, au niveau des personnages qu'il décrit, ce sont des personnages qui ont quand même une hystérie propre, assez marquée. On prend à l'entrée de Marina. Je n'ai pas l'honneur de connaître votre prénom. Sofia. Oh, eh bien, Sofia, mon cadeau. Chocolat! Généralement, un Tchekhov monté, souvent on est dans le silence, on est un peu dans la poussière, dans l'ancien temps, dans des personnages un peu fantomatiques comme ça. Là, on n'est carrément pas du tout là-dedans. Hein. Non. Ce sont les maîtres de maison qui sont embarrassés. Qu'ils s'engueulent tant qu'ils veulent. Nous, j'irais jusqu'à dire que ça nous divertit. Vous êtes un charlatan qui prend mon argent sans jamais guérir ni même soulager mes maux de rage. J'en ai vu, je me suis fait énormément chier. Voilà. Et j'ai trouvé ça mortel, alors que j'adore quand je lis. Le pire est que tout ce qui existe ici, d'un ton soit peu honnête et raisonnable, reste muet. Garde un silence de mort, ne fait que regarder. Et il ne me laisse pas une seconde de répit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Quand on prend cette pièce de ce personnage, de ces gens qui racontent, qui s'ennuient, qui désirent un homme qui va venir, qui s'appelle Platonov, en se disant la dernière fois il a fait du scandale, oui mais il a embrassé une telle, il l'a poussée par terre, il l'a humiliée, c'est des scènes d'humiliation, de choses comme ça. Tout d'un coup on fait rentrer ce personnage là-dedans et on lui dit s'il vous plaît, maintenant s'il vous plaît, cassez tout. Et puis il fait ce qu'on lui demande, il fait dans quoi il s'embarque, et puis à la fin on fait mais... Et on le supprime, mais je crois que ça c'est aujourd'hui, c'est comme ça. La compagnie Utopia présentera 2 autres spectacles, Roberto Zucco et Les Européens. 2 rendez-vous avec la même distribution qui donnent une énergie brute, un enthousiasme inouï, une bonne recette pour titiller la création. Il a fait faillite, l'honneur. On commence par La déferlante de Carmen. La pièce est en effet à l'affiche de 3 spectacles à Paris. La femme fatale de Bizet se fait mettre en scène à Garnier par Alfredo Arias dans une version très érotique corrida et à Bastille par Roland Petit en version très zizi. Dimitri Pertman, quant à lui, en a fait une version hardcore à corps qui vient de quitter l'affiche. Bref, François Roussillon est allé grimper au rideau, Magnéto.
À l'aube du nouveau siècle, la Carmen de Georges Bizet n'a rien perdu de sa séduction ravageuse auprès du public. C'est de fait l'opéra français le plus joué dans le monde. Un record. Joli doublé pour l'Opéra national de Paris qui nous propose deux Carmen en ce mois de mars. La version traditionnelle de l'opéra est présentée à la Bastille, où triomphe la mezzo-soprano russe Olga Borodina, tandis que la scène du Palais Garnier accueille une autre Carmen, celle de Roland Petit. Créée en 1949, cette Carmen sur pointe s'est imposée comme un succès planétaire, à la mesure de son modèle lyrique. Avec un flair infaillible, Roland Petit confie aujourd'hui le rôle de Don José qu'il a créé à l'éblouissant Manuel Legris. Et dans le rôle de l'ensorceleuse Carmen créée par Zizi Jeanmaire, on découvre la jeune étoile, Aurélie Dupont. Sans craindre la référence parfois écrasante à ses illustres devancières, Aurélie Dupont impose son personnage avec élégance, on tombe sous le charme. Comme Carmen, c'est un personnage de plein de charme et de séduction et un peu aguicheuse, un peu salope de temps en temps. Je crois qu'il faut rechercher un petit peu dans chaque femme comme tous ses sentiments et toute cette façon de faire, chacune en elle. Ça fait 50 ans que nous étions sur la scène du Princess Theatre à Londres, où nous avons créé ce ballet, Zizi Jeanmaire et moi, et ça a été un énorme succès. Nous sommes rentrés à Paris, et la presse a été très mauvaise à Paris, et à Paris on était reçus avec des coups de pied dans le cul. On l'a oublié, parce que sinon on ne serait pas revenu. Puis alors maintenant on en est à peu près presque 4006 représentations. 4600 représentations, en 50 ans ça fait presque 100 représentations tous les ans. Sur le globe, comme ça, c'est pas mal. Carmen vous est proposée dans le cadre d'une soirée Roland Petit à l'Opéra de Paris. Vous pourrez revoir également Les Forains et le mythique Jeune homme et la mort. On se retrouve pour mon interview portrait d'Yves Simon, à l'occasion de la parution chez Grasset du recueil de poèmes Le souffle du monde. Bonsoir Yves Simon. Bonsoir. Alors vous êtes chanteur, écrivain, poète. C'est d'ailleurs votre particularité parce que vous réussissez très bien dans les 3 exercices. Alors Le souffle du monde chez Grasset, c'est un livre de poèmes. Et on vous invite évidemment d'abord parce que le livre sort en ce moment et ensuite parce que c'est le printemps des poètes du 20 au 26 mars. Alors je crois que la chose la plus simple, ça serait que vous nous en lisiez un pour commencer et puis après on en parlera. Alors comme c'est un poème qui s'adresse à une jeune femme, qui s'adresse plutôt à la jeunesse qui va vivre tout le 21e siècle et les siècles à venir, c'est la page 14, donc très vite je m'adresse à ces gens-là, jeunes, en espérant que ça leur servira de petit manuel de survie. Ta jeunesse se mesure au fracas des comètes, à une prairie d'étoiles, à la lumière qui fuit de là où elle est née il y a 15 milliards d'années, au vertige d'ascenseur quand amour et dégoût te clouent sur un palier perdu, aux orages, aux cyclones, à la littérature déjantée, déjante et pareille, aux marées maléfiques des empereurs pétroliers. Ta jeunesse se cogne aux schismes, aux incessantes trahisons des militants de profession, aux passions, à l'excès, aux rares raisons de ne mourir pour rien, un chagrin, une absence, les meurtres d'inattention. Ta jeunesse est un luxe, l'aurore éphémère d'un sacré de hasard, celui d'être né juste après, mais avant les suivants. Prends la parole, prends les corps et aux mots les élégants passages, convainc-le que rien ne vaut de dire non lorsqu'une demande exige la soumission. Merci. Alors vous dites vous-même, c'est vrai, c'est pas très commercial, mais les miracles existent. Jours ordinaires, par exemple, c'est un recueil de poèmes que vous avez publié en 88. C'est vendu en 30 000 exemplaires dans l'édition originale, plus 20 000 en poche, ce qui fait quand même 50 000 exemplaires pour un recueil de poèmes, ce qui est tout à fait étonnant. Et votre dernier CD, Intempestive, s'est vendu à 120 000 exemplaires. Pourtant, ce n'était pas spécialement facile comme musique. Non, c'est vrai. Donc ça prouve, comme vous dites, que c'est pas très commercial, mais les miracles existent. Oui, les miracles existent, mais j'ai toujours trouvé que les miracles existent en ce qui me concerne, parce que, souvenez-vous de Au pays des merveilles de Juliette, c'est une chanson parlée. Oui, c'est le premier rap.
Ouais, mais oui, elle est parlée, scandée, et donc il n'y a aucune raison à ce moment-là qu'elle devienne un succès, et elle a été très gros succès. Un peu contre vents et marées. Oui. C'est bien. Alors dites-moi, on peut dire votre âge? Oui, 56. Alors là, je suis fasciné. Non, mais je suis fasciné. Que je vous le dise? Non, vous le disiez, c'est très bien, mais je veux dire que c'est encourageant, surtout pour tout le monde, parce que oui. vous êtes je sais pas, un vieil adolescent, on va dire, vous n'êtes pas. Oh non, c'est pas bon, encore vieil adolescent. Ah bon? Non, mais c'est plutôt un compliment. Vous n'êtes pas mal non plus, hein. Moi, j'ai 51, mais quand on voit, par exemple, Jean-Michel Jarre, pareil, il a le même âge que nous. Oui, c'est vrai, ouais, il est bien, Jarre aussi. Je l'ai vu en photo il n'y a pas longtemps. C'est étonnant. 50. On se débrouille bien, et sans chirurgie esthétique, sans grosses lèvres. Non, on n'a rien, tout est à nous. Alors, est-ce que cette bonne santé vient d'avoir passé votre enfance à Contrexéville, non? Je me suis rattrapé, parce que j'adore le Bourgogne, j'adore le Bordeaux. Oui, vous n'êtes pas privé, en plus on ne s'est pas tellement privé, ni les uns ni les autres. Non, j'aime bien le Bordeaux toujours. Contrexéville, non, je ne crois pas que cette santé-là. Ça vient plutôt d'avoir conservé sa jeunesse, je trouve que c'est un travail sur soi. C'est-à-dire de ne pas être revenu de tout, je crois que c'est... L'enthousiasme. Oui, ça fonctionne à l'intérieur pour l'extérieur. C'est le cas, vous faites plaisir à voir. Vous avez dit, en parlant de Contrexéville, tout est toujours provisoire dans une ville d'eau. L'hiver, tu te dis... tu vas voir cet été, qui se passe quelque chose, et l'été, il n'y a rien qui arrive. Alors un jour, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est s'évader. Et vous aviez de la chance, parce que comme votre père était sur un métier fantastique, il était cheminot sémaphoriste. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait évidemment des sémaphores sur les lignes. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait quand il a rencontré ma mère? C'était donc à la fin de la guerre. Et ma mère, évidemment, ses parents ne voulaient pas qu'elle voie mon père, etc. Et lui, il avait donc son sémaphore. Et tous les soirs, à 8 h, elle montait sur le toit de la maison et il lui disait « Je t'aime » avec le sémaphore. C'est beau, c'est très poétique. Donc évidemment, vous voyagez gratuitement et c'est vrai que votre première passion, ça a été le voyage. Et puis après, il y a eu deux autres passions, non moins importantes, qui sont la musique et la littérature. Et la musique, ça vous a pris assez tôt, c'est-à-dire à l'âge de 14-15 ans. Vous alliez fouiller à Contrexéville chez Mauguin dans les bacs à disques du disquaire local. Et à 15 ans, vous avez fait un groupe qui s'appelait Les Européens. Oui, un groupe de rock, oui, je jouais de la guitare électrique. Vous jouiez quoi? On jouait tous les titres des Shadows, les premiers titres des Beatles, Love Me Do, des choses comme ça, les Shadows, FBI, Apache. Apache. Et vous jouiez au casino de Contrex, au casino de Vittel, donc votre première carrière comme ça très très jeune, mais vous écoutiez aussi Brassens, Gréco et tout ça, vous n'étiez pas... Oui, Gainsbourg surtout, qui m'influençait à ce moment-là quand même, oui. C'était le premier à mélanger rythme et mots, donc c'était important. C'est vrai. Nougaro aussi à l'époque, il faisait des chansons avec des mais encore mieux, moi j'ai surtout aimé Gainsbourg, oui. Et alors, ça c'est la partie musique. Et sur le plan littéraire, vos premières découvertes, c'est Camus, c'est Stendhal, Tourguenieff, Albert Cohen. Et un jour, vous êtes chez le dentiste, vous regardez Paris Match et vous tombez sur Le Clésio. Ah oui. Ben oui, Le Clésio, c'est une histoire formidable. Donc il a 24 ans, je pense, quand je le découvre, 24-25 ans. Il vient d'avoir, pour son premier roman, Le Procès-verbal, le prix Renaudot. Et je découvre, mais ce qui aurait dû être évident, mais ce qui n'est pas évident quand on sort de l'école, les écrivains, vous avez vu ça aussi, ils ont tous des barbes, ils sont vieux, c'est donc Victor Hugo, c'est des gens qu'on se dit, mais on ne rêve pas d'être écrivain à 16 ans, à 17 ans. En revanche, quand on voit Le Clésio, on se dit, mais il est aussi beau que Mick Jagger, il a du talent, il est primé, et du succès, donc à un moment, ça glisse, il y a un glissement progressif vers Le Clésio. Et c'était donc à l'occasion de la sortie de bouquin qui s'appelle Le Procès-verbal. Donc en 64, vous venez à Paris, Sorbonne, vous essayez l'IDEC. Ça se passe pas très bien? Oui, je fais une année préparatoire au lycée Voltaire. Vous ratez? Vous ratez? Oui, je rate. Wim Wenders aussi. Hein. Oui. Comme quoi. Et alors là, vous participez au jeu de la chance. Et vous ne gagnez pas, mais ça vous donne quand même droit à une audition chez Pathé Marconi. Un passage télévisé et ensuite une audition. Voilà, c'est une espèce de graine de star de l'époque. Et alors après, vous faites 2-33 tours en 67-69 chez Fontana qui passe un peu inaperçu. Vous revoyagez, vous adorez les voyages. Et votre premier livre en 71, donc Les jours en couleur, et la même année, ça c'était en janvier, et en septembre de la même année, vous ressortez un bouquin, L'homme arc-en-ciel, et là ça commence. Alors vous alternez disques et chansons. En 72, il y a un premier 45 tours qui s'appelle Les Gauloises Bleues, et en 73, vous en parliez, l'album qui s'appelle Au pays des merveilles de Juliette, dédié à Juliette Berthaud, et qui est succès énorme et grand prix de l'Académie du disque. J'avais tourné avec Juliette dans un film justement d'un copain réalisateur de l'IDEC, Bertrand Van Effenterre, et j'ai tourné en... C'était quoi, Erika Minor? Oui, Erika Minor, oui. Donc cette année-là, il y a des années magiques. En 73, il y a Juliette qui sort. Je tourne ce film avec Juliette, d'où la chanson.
J'écris le 3e roman. Et puis, je ne sais plus d'où il y a... Ah oui, si, j'écris un scénario aussi pour Brialy, que va tourner Romy Schneider. Ouais. Et il y a des années comme ça, assez mystérieuses. Des années fastes, oui. Alors après, bon, on ne va pas faire tout. Il y a J'ai rêvé New York, qui était un énorme succès, qui était dans l'album Respirer, chanter en 74. Roman en 75, Transit Express, gros succès. Prix des libraires avec Le Voyageur magnifique en 88. Prix Médicis en 91 avec La dérive des sentiments. Alors ça, c'est un énorme... Ça, je ne savais pas, ça. 550 000 exemplaires, La dérive des sentiments, et traduit dans 10 pays. Oui. Ben oui, c'était... Vous êtes riche, alors? Je crois que je l'étais, parce que c'était en 91. Ça a été traduit, donc ça fait très plaisir de s'exporter de cette manière-là, bien sûr. Et je crois que le nombre que vous venez d'indiquer, effectivement, il s'est fait par les gens jeunes. C'est-à-dire, c'est toute une génération qui ne m'a pas connu comme chanteur. Je m'étais arrêté, justement, un peu avant, et qui ont découvert par le livre de poche, par la littérature. Ça, c'est assez intéressant. C'est énorme, 550 000 exemplaires, La dérive des sentiments. Donc, à mon avis, s'il y a 550 000 personnes qui l'ont acheté, vous devriez le retrouver en poche et le lire. Bien. Et alors, justement, on va parler un petit peu de cette dichotomie chanson-littérature. Vous dites, j'ai besoin de ces deux formes d'écriture pour vivre. L'une me distrait de l'autre. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que le disque, c'est plutôt un sprint, c'est un travail d'équipe, un effort violent, bref. Alors qu'un livre, c'est plutôt un marathon, une course de fond, quoi. Ben, c'est deux choses... solitaire, je le mettrai encore sur un autre plan, c'est-à-dire une aptitude à la solitude. Je suis fils unique, donc c'est vrai, depuis toujours, j'ai vraiment été agréablement surpris de toujours être seul. Ça m'a jamais manqué d'avoir des frères, etc. Donc la littérature correspond bien à cette solitude, ce désir de solitude, mais en même temps, je ne suis pas un solitaire effréné. J'aime les gens, j'aime la foule, j'aime voyager, vous l'avez dit, vous l'avez répété. Donc j'aime rencontrer des gens et la musique, la chanson... La musique, c'est en équipe, et le livre, c'est solitaire. Bien sûr, oui. Il y en a un, il faut aller très vite, et l'autre, il faut aller très lentement. C'est lent. Et oui, on écoute une chanson en 3 minutes, on lit un livre en 2 heures, ben c'est pareil pour les fabriquer. En même temps, est-ce que finalement, certains de vos livres, c'est pas des chansons, de longues chansons? Est-ce qu'il n'y a pas quand même, au-delà de cette dichotomie apparente, il n'y a pas finalement un lien? C'est-à-dire que un livre, c'est jamais qu'une chanson de 200 pages, quoi. Oui, mais quand même, il faut la faire. Vous savez bien que c'est quand même un travail de longue haleine. Non, je dirais quand même que c'est différent. La chanson, elle, parle forcément de l'actualité. Une chanson, tous les chanteurs de rock qu'on aime, que vous aimez, qu'on écoute aujourd'hui, parlent toujours d'aujourd'hui, de ce qu'il y a dans les têtes, de la musique qu'on a envie de danser. Et alors que le roman, lui, est très libre. On peut faire un roman historique, on peut faire des romans différents, philosophiques. Et donc, il y a vraiment une différence d'inspiration. Alors, vous dites, c'est bizarre, car au fond, je suis un authentique paresseux. J'ai dû dire ça pour un paresseux, à un moment d'égarement. Ah oui, parce que pour un paresseux... Non, vous savez, peut-être ce qui m'a fait dire ça, je ne me souviens pas l'avoir dit, mais je pense plutôt que je suis un travailleur, parce qu'on ne peut pas effectivement faire ça en restant chez soi. Un jour, quand... Ou alors c'est de la coquetterie. Oui, c'est une coquetterie, et je ne crois pas l'avoir commise, mais peu importe. J'ai quand même l'impression aussi de faire ce que je veux, donc je ne me sens pas contraint. J'ai mes horaires, si je n'ai pas envie d'écrire un roman, si je ne peux pas l'écrire parce que je ne suis pas inspiré, je remets à demain, après-demain, etc. Mais quand même, je me force parce qu'il faut écrire tous les jours, sinon on perd le fil. Comme un pianiste, un concertiste qui arrête de jouer. Ah ouais, s'il arrête 3 jours, il faut qu'il répète 9 jours. Donc le tarif est trop lourd. Bien, vous pouvez nous lire, pour finir, encore un petit poème Alors, voilà, oui. Merci. Je vous en prie. Je suis né de toi. Donc, le narrateur s'adresse à une jeune fille, donc il lui dit cette phrase. Je suis né de toi, du même corps que le tien, d'une enveloppe de chair et d'eau dont je ne me souviens pas. Mais je sais que c'est là, à l'abri des tourments et du vacarme, que j'ai fait ma rencontre avec le temps. Tu m'apprenais la vie alors que la mort me marquait de son ultimatum. Tu es la femme, l'autre moitié des rêves, là où se décide, se défait le trajet. Dis-leur aux inconnus de demain, dis-leur l'histoire des femmes est en moi. Longtemps ma bouche fut murée, mon corps sanglé, mes gestes empruntés, mes doigts liés. Je suis sorti des marais souillés de miasmes et de paroles tues. À travers des landes traversées, je suis entré dans la ville. J'ai lu les constitutions et j'ai réclamé ma voix. Merci. Merci. En tout cas, ça conserve la poésie. Hein. Bravo, continuez comme ça. Bien, donc le livre s'appelle Le souffle du monde, c'est chez Grasset. Et l'auteur, c'est Yves Simon, qui était mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre coup d'œil sur la nouvelle poésie, à travers Claire Genoux, Christophe Dauphin et Mathias Vincenot, 3 poètes révolutionnaires qui luttent pour écrire envers et contre tout. Éric Mata est allé voir À quoi ça rime, Magnéto. Nous avons tous en mémoire quelques vers, piliers de la littérature. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou encore Sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille. En revanche, j'entre et c'est à droite dans le cimetière carré,
La pierre dans les graviers gris, les plantes en touffes calmes et sèches, le nom effacé dans la pierre ne vous dira rien. Son auteur, Claire Genoux, a 29 ans. Elle fait partie de la jeune et nouvelle poésie française, tout comme Mathias Vincenot et Christophe Dauphin, voix d'une poésie affranchie et révoltée. Les deux réels moteurs de la poésie, de la jeune poésie aujourd'hui, sont la révolte et l'amour. Tout en sachant que la poésie est un arrachement, est avant tout un arrachement intérieur, un inventaire de l'ombre. Et cette poésie, elle n'est pas joliesse, elle n'est pas... il n'est pas question de faire joli dans un poème, mais d'arracher ce qu'on a à l'intérieur. C'est la vie qui coule lentement entre les souvenirs et les façades baroques aux doigts bleus. On y mange, on y danse, on y baise dans l'ombre étalée de nos cœurs, semée le long des terrains vagues de la Habana, que les étoiles ne pénètrent plus. L'espoir s'y égorge dans une bouteille de rhum, dans un monde où nous avons été jetés, un monde qui remplit d'horreur ses exilés, les loups plaintifs de la Révolution. Maintenant, savoir ce qui m'inspire, je sais pas. Parce que ça me vient n'importe où. Et c'est le problème, ça peut me prendre pendant un cours, ça peut me prendre vraiment à n'importe quel moment. Et l'inspiration me tombe dessus, quoi. Dans mes poèmes, je parle pas mal d'amour et puis de mort. C'est les choses qui me touchent le plus, parce que quand je suis heureuse, j'ai pas besoin d'écrire. Donc les choses qui me touchent et qui me semblent les plus essentielles, c'est toujours des choses plus profondes. Puisqu'il faudra une fois céder son gémir et se chiffonner sous les racines bleutées, que dirais-je, aux cailloux et aux écorces aérées qu'ils ne sachent déjà. Ô terre, roulée en toit, comme dans un buisson de ronces, je rêverais de soleil et de bruit. Je trouve qu'ils ont un dynamisme extraordinaire, ils ont une foi, ils ont une flamme absolument étonnante et ils sont nombreux, ils sont variés et ils s'expriment chacun d'une manière différente, en pleine liberté. Problème, entre les grands ancêtres surreprésentés et les mandarins en place, nos petits jeunes ne se reconnaissent pas. Nous, c'est une poésie qui ne nous parle pas, parce que c'est une poésie qui ignore la vie, qui est complètement désincarnée et qui est très loin, en fin de compte, de l'homme et des préoccupations contemporaines. C'est de la masturbation cérébrale, de la poésie du rien à vivre et du rien à ressentir. Le printemps des poètes, magnifique idée. Cependant, entre la poésie des morts et la poésie des imposteurs, des concepteurs, des intellectuels, de ceux qui ont le pouvoir de la culture, où est la place pour la vraie poésie ? Je reçois maintenant le cinéaste et philosophe Claude Lanzmann pour la rétro que lui consacre la Cinémathèque de Chaillot à partir de demain. Claude Lanzmann, bonsoir. Alors, je vous présentais un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes le frère de Jacques Lanzmann. Jacques est mon frère. Voilà, parolier de Dutronc. D'ailleurs, j'ai appris, ça me fait plaisir, qu'il retravaille avec Dutronc. C'est un écrivain. Votre frère, c'est lui qui a fait le Rat d'Amérique. Puis maintenant, il fait des livres de marche dans l'Himalaya où il retrouve des tribus. Enfin, voilà. Vous êtes patron de presse, vous dirigez les temps modernes. Grand mot. Grand mot, mais quand même. Que vous avez continué après la mort de Jean-Paul Sartre et après la mort de Simone de Beauvoir. Donc, les temps modernes, c'est une revue trimestrielle qui est éditée par Gallimard. Bimestrielle. C'est bimestriel, pardon. Alors, vous êtes cinéaste, et évidemment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque la Cinémathèque donc, consacre une intégrale à votre œuvre. Du 23 mars au 2 avril. Alors, on parlera des films, je vais les citer d'abord. Il y a Pourquoi Israël en 72, Shoah en 85, Tsahal en 94 et Un vivant qui passe en 97. Voilà. Alors, vous êtes né en 1925, oui. Ce qui vous fait quand même 75 ans, mine de rien. Mine de rien. Mine de rien. Oui. Votre mère arrivée d'Odessa, elle est arrivée à l'âge de 3 mois, bâillonnée à la frontière, ce qui fait qu'elle est restée bègue toute sa vie. Elle était antiquaire, s'appelait Pauline Gruber. Son père à elle, alors ça c'est très intéressant, son père à elle, il allait chercher des liquages dans les salles des ventes, et avec une charrette à bras, puis petit à petit ça a commencé à marcher, il avait une charrette à cheval, et après il a trouvé un ami pour qui il recherchait des décors dans les châteaux français, pour servir de décor à Hollywood. Et quand elle voyait un film de Chaplin, ils retrouvaient le mobilier qui était passé chez eux. Vous voulez des détails? Ah oui, ça m'intéresse, ça. Bon, alors pour accumulation du capital, petit à petit. Pour aller vite, mon grand-père paternel a été naturalisé français en 1913, à l'âge de 39 ans.
Du même coup, il a été mobilisé le premier jour de la guerre de 14. Et il a fait toute la guerre de 14 avec les jeunes gens de la classe 14. Première ligne, blessé 3 fois, croix de guerre, etc. Médaille militaire. Tandis que mon grand-père maternel n'a pas été fait citoyen français. Et ils sont arrivés en France dans une misère sans nom, vivant sur la zone à Clichy, la barrière de Clichy. Et puis bon, c'est ce que Marx appelle l'accumulation primitive du capital. Il avait 2 fils, 2 filles, et il allait chercher des vieux liquages à l'hôtel des Ventes avec une charrette à bras, il les rafistolait la nuit. La charrette à bras est devenue une voiture à cheval, etc. Et puis, il s'est quand même, par le travail et le courage, il a changé de statut. Et un beau jour est arrivé, tout ça se passait à l'hôtel des Ventes, rue de Rouault, est arrivé un Américain et qui cherchait du mobilier pour les premiers studios de cinéma, déjà en pleine guerre. Et c'est mon grand-père qui était un géant de 1,95 m, un type très costaud, qui a été chargé de ça. Et mon grand-père maternel a écumé un peu les châteaux de France. Et le mobilier était acheminé par train, par bateau aux États-Unis. Après, ils ont eu des entrepôts. Et ma mère me racontait que, de temps en temps, voyant des premiers films de Chaplin, il disait « Papa, regarde le Salon Rouge ». Bon, ben, la fortune a été dilapidée. Je sais. Tard. Et alors, ce que vous oubliez de dire, c'est que donc votre grand-père, effectivement, à 39 ans, s'est retrouvé avec des gosses de 20 ans en première ligne. Et votre père, lui, s'est engagé à 17 ans, c'est ça? Oui, engagé volontaire. Gazé à l'Hypérite sur la Somme, problème de poumon. Ce qui fait qu'il a connu l'Auvergne, c'est comme ça qu'il a connu l'Auvergne. Et en 40, après la défaite, il est parti en Auvergne, il a affecté spécial dans une usine. Alors là, je voudrais que vous nous racontiez, parce que c'est extraordinaire cette histoire. C'est votre père apprenait à votre frère et à vous, et j'imagine aussi à votre sœur Evelyne, vous apprenez à vous protéger. C'est-à-dire le soir, il fallait que vous appreniez à vous rhabiller si des fois les SS arrivaient. Ils mettaient de l'huile sur les portes. Il y avait une cachette au fond du jardin. Enfin, vous avez vécu dans cette ambiance pendant combien de temps? Écoutez, mon père était d'un pessimisme formidable et justifié. Je me souviens très très bien du fameux discours de Pétain demandant la capitulation. J'avais un petit chien danois que mon père m'avait offert. Le chien s'appelait Draghi. Il était tout petit, il avait 2 mois. Et mon père m'a dit, après avoir entendu Pétain, tu ne dois plus garder ce chien. J'avais 15 ans. Et je lui dis pourquoi. Il me dit maintenant il faut raser les murs. Il va grandir ce chien. Il va devenir immense. Trop important. Alors bref, j'ai fait une scène terrible à mon père. Il ne m'a pas écouté. Il a pris le chien, il l'a donné à un vétérinaire pour qu'il le pique contre la maladie. Le vétérinaire s'est trompé, il l'a piqué, il l'a tué. Mais alors, bon, ce qui a quand même, il était très pessimiste et très méfiant, votre père. Mais enfin, dans votre famille, il n'y a pas eu de déportés. Grâce à lui. C'est-à-dire que cette espèce de méfiance instinctive qu'il avait a fait que personne n'a été déporté dans votre famille. Ce que vous disiez, donc il nous faisait... On habitait une villa avec un jardin. Il avait creusé une sorte de cachette semi-souterraine au fond du jardin. Il avait graissé et huilé tous les gonds des portes avec un soin extraordinaire, quasiment maniaque, et il nous entraînait. La nuit, on sonnait à la porte, vers 4 h du matin. C'est lui qui jouait le rôle de C'est lui qui SS. jouait le rôle des SS. Ouais. Et il sonnait à la porte. Alors, la veille, on avait plié nos vêtements, on les avait ordonnancés dans le sens du rhabillage, qui n'est pas le même. Et on battait des records de vitesse extraordinaires, mon frère, ma sœur et moi. On descendait cette maison incroyable. Ça laisse pas grâce à ça, vous avez sans doute survécu, mais ça laisse pas indemne, tout ça, quoi. Sûrement pas. Ma sœur en est morte, d'ailleurs. Et il arrivait... Et alors, il nous cherchait, il savait très bien où on était. Il arrivait près de nous, il disait « Vous avez fait du bruit. »« Non, papa, je vous ai entendu. C'est une branche qui a craqué. »
etc. Ils faisaient les SS et leurs chiens, ils étaient dans une sorte de schizophrénie. Alors, ce que vous dites quand même, c'est que finalement, vous avez survécu d'abord grâce à toute cette méfiance, et puis aussi par des faux papiers donnés par des maires, des petites villes d'Auvergne. Bien sûr. Et vous dites, et c'est bien venant de vous, vous dites, j'ai connu deux France, la France des dénonciateurs, des complices des tueurs, et celle où 75% des Juifs ont été sauvés, et vous ajoutez les camps, comme il y a eu en Pologne, par exemple, ou en Allemagne, auraient été impossibles en France. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je crois. Venant de vous, je trouve que c'est une bonne mise au point. Alors, après la guerre, vous vivez toujours un peu dans la terreur, et là, vous lisez Réflexions sur la question, premier contact avec Sartre, Réflexions sur la question juive de Sartre, et là, le fait d'être reconnu par le plus grand écrivain français de l'époque vous donne du courage. Enfin, finalement, vous avez peut-être envie de quitter la France à ce moment-là, et là, ça vous décide à rester d'une certaine façon. Vous avez bien préparé votre travail. C'est normal, c'est la moindre des choses. Oui. Mais oui, ça a été un livre absolument libérateur, les Réflexions sur la question juive. Parce que, et pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de Juifs de ma génération, ça m'a permis à nouveau d'être capable de sourire aux Français et d'accepter leur sourire. Alors justement, je continue parce que l'histoire est extraordinaire. Vous prenez conscience de votre judaïté dans le bateau qui vous emmène, vous faites un voyage en Israël. En 52. En 52. Et là, vous découvrez la particularité juive. Et c'est pour ça que je dis ça rejoint ce que vous voulez dire. Vous dites, je suis né français par un hasard géographique. Et en fait, vous découvrez votre identité juive sur ce bateau qui vous emmène en Israël, qui vient d'être... qui a 4 ans, j'imagine. C'est incroyablement compliqué parce que je partageais ma cabine avec un rabbin. Moi, je n'étais pas du tout religieux, j'ai été élevé hors de tout ça. Un rabbin du Maroc qui s'appelait, je vois encore son visage, il s'appelait Maklouf Abissera. Je m'excuse, j'ai une bronchite. Et un grand type avec des beaux yeux bleus qui dormait avec de fortes chaussettes de laine, etc. Et le premier matin, j'ai vu une femme de ménage entrer dans ma cabine et commencer à la laver, à nettoyer. Elle était donc prosternée, elle était à mes pieds. Elle faisait un travail de femme de ménage. Or, j'étais sur un bateau juif, le steamship Kedma, et je n'ai pas pu supporter cela. Et je l'ai relevé, et elle m'a regardé comme si j'étais fou, idiot. Et puis elle a continué, mais je l'ai empêché de faire ça. Je voulais l'aider. Je ne supportais pas qu'une juive se mette à mon service. Ça a donné d'ailleurs des scènes 20 ans plus tard, dans Pourquoi le film Israël que j'ai tourné. On va en parler. Alors, vous seriez bien, là aussi, vous seriez bien resté en Israël, mais vous aviez à l'époque une aventure avec Simone de Beauvoir, donc vous rentrez en France. Je l'ai commencé. Vous la commencez, vous travaillez, là c'est là où l'époque 52, vous commencez à bosser au temps moderne avec Sartre et Simone de Beauvoir, et vous commencez dans l'image, grâce à Daisy de Galard, que je salue ici, vous commencez, c'est elle, dans Dim Dam Dom, qui vous demande de faire des interviews. Et puis, vous travaillez aussi à Panorama, une émission qui s'appelait Panorama. Mais surtout, vous commencez à monter vos sujets. C'est-à-dire que non seulement vous les tournez, mais vous les montez. Vous avez une approche totale, enfin, totalisante je suis de l'image. Venu au cinéma par le montage, fondamentalement. Parce que c'est l'écriture même. Alors après, vous faites 20 ans après. Vous êtes un homme long, quand même. Quand vous faites quelque chose, vous prenez le temps. Parce que Voyage en Israël en 52, Pourquoi Israël, votre premier film, sort en 72, 2 ans de montage. Oui, c'est peu pour moi. Oui, on va voir avec Shoah. Et après, donc effectivement, tout de suite après, vous vous lancez dans Shoah. 13 ans de votre vie. 11 ans. 11 ans. 11 ans de travail. Il faut avoir une relation très singulière au temps pour travailler 11 ans à produire une œuvre. Alors, c'est un film, je pense que beaucoup des gens qui nous regardent le connaissent, parce que c'est un film qui a eu beaucoup de succès, qui est très connu. Film consacré à la destruction des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, si on veut résumer. Mais surtout, l'idée de base, c'est de prendre des protagonistes, c'est-à-dire des gens, que ce soit des Juifs, que ce soit des nazis, que ce soit d'autres gens, qui ont été mêlés à l'affaire. C'est ça. Ce sont les protagonistes réels de l'histoire. Oui. À savoir, ce sont les survivants juifs, mais pas n'importe quel survivant. Ce sont les survivants des commandos spéciaux.
c'est-à-dire qui donc ont été les derniers témoins de la mort de leur peuple. Shoah, c'est pas un film sur la survie, c'est un film sur la mort, sur la radicalité de la mort. Ces survivants juifs ne racontent jamais leur histoire, ils ne disent pas comment... Les Sonderkommando, c'est-à-dire les gens qui étaient chargés d'amener les autres, c'est ça? Les gens qui se trouvaient à la dernière étape, à la dernière station du processus de mort, du processus d'extermination, ceux qui brûlaient les cadavres. Après qu'ils aient été gazés, ceux qui les tiraient, les haleurs de cadavres, ceux qui ôtaient les vêtements et qui étaient périodiquement liquidés. C'était des jeunes gens qui arrivaient après des mois ou des années de ghetto et de misère, et puis d'un voyage épouvantable, et puis qu'à coup de fouet, on a mené là. Enfin, beaucoup se suicidaient. Et en principe, aucun d'eux n'aurait dû survivre. Et donc, ils ne disent pas ils ne racontent pas leur histoire personnelle, ils ne disent pas comment ils ont survécu, ça ne les intéressait pas et ça ne m'intéressait pas, c'est pas un roman d'aventure. Ils parlent pour les morts, ils sont les porte-parole des morts. Vous avez eux donc, vous avez les nazis, parce que c'est pas rien dans Shoah, les nazis, et puis vous avez les témoins directs de l'extermination, à savoir les Polonais, dont les villages et les terres jouxtaient les camps de la mort. Il faut savoir que les camps de la mort, il ne faut pas confondre un camp d'extermination et un camp de concentration. Bien sûr. Les camps d'extermination ont existé sur le territoire de la seule Pologne, et dans les camps d'extermination, on ne trouvait pas de cadavres, parce que les gens étaient gazés dans les 2 heures qui suivaient leur arrivée, et puis ensuite les corps brûlés, et puis les cendres répandues dans les rivières, etc. Les cadavres qu'on voit toujours, ce sont des cadavres trouvés dans des camps allemands à la fin de la guerre, de gens à Bergen-Belsen. Gens morts du typhus, cette chose comme ça. Oui, ça c'est ce qu'on voit, ce qu'on voit aux actualités quand les Américains sont. C'est ce qu'on voit dans le film de Rennes, c'est ce qu'on voit dans tous les films, ce sont les seules images. Alors, ce refus du mythe, de la légende, de la fiction, vous a amené effectivement à vous élever quand le film de Spielberg, La liste de Schindler, est sorti. D'abord parce qu'on reconstituait un camp, et puis ensuite cette scène de la douche à la fin qui effectivement... Enfin, je veux dire, même pour un goy, c'est assez choquant. Donc, il n'y a pas que la scène de la douche, il y en a d'autres. Toute la fin est quand même incroyable aussi. Enfin. Après le départ de Schindler, enfin, on voit soudain un cavalier russe arriver de l'armée rouge, et puis les juifs survivants de la liste lui disent où aller, à l'est, à l'ouest. Et il leur dit non, n'allez pas à l'est, c'est mauvais pour vous, n'allez pas à l'ouest non plus. Et puis soudain, il y a une espèce de plan très très large, et on voit surgir du fond de l'écran le même groupe chantant la Hatikva. Ils sont déjà en Israël. Enfin, Israël étant la rédemption de... oui, vous dites qu'Israël n'est pas la rédemption de la Shoah. C'est pas vrai. Oui. Il y a un lien très fort Bien entre sûr. l'existence d'Israël et ça. Mais c'est pas la rédemption. Mais les 6 millions ne sont pas morts pour qu'Israël existe. On n'a pas le droit de dire ça. À ce titre, Shoah, je voudrais qu'on dise quelques mots là-dessus, parce que il n'y avait rien, comme c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé, il n'y avait pas de mot pour le décrire. Alors dans la Bible, il y a le mot Shoah, qui veut dire immense destruction, anéantissement, mais qui peut être des catastrophes naturelles, en fait. Ce n'est pas des choses qui sont faites par l'homme. Alors, ce mot a remplacé vraiment le mot... D'abord, il y a eu le mot génocide, après, il y a eu le mot holocauste, employé par les Américains, et depuis votre film, vraiment, on appelle ça la Shoah, c'est passé dans le langage, quoi. Oui, parce que la vérité, c'est que ça a été très profondément un acte de nomination. Et c'est très étrange, parce que je n'avais pas de... J'ai travaillé 11 ans à ce film sans avoir de nom pour le film. Oui, vous auriez préféré même ne pas avoir de titre du tout. Oui, à la lettre, parce que c'est l'innommable. Oui. Et si j'avais pu ne pas le nommer... Vous l'auriez pas fait. Eh bien, je l'aurais fait. Ou je ne l'aurais pas fait. Enfin, je ne l'aurais pas nommé. Et c'est à la fin que ça s'est imposé à moi, parce que je ne comprends pas l'hébreu. Personne ne comprend que je ne comprends pas l'hébreu que je ne parle pas l'hébreu parmi les juifs, mais c'est ainsi. Je ne comprends pas l'hébreu, je ne l'entends pas, je ne le parle pas. Et dans Shoah, il y a quelque chose, pour moi, c'est comme un noyau atomique. C'est un mot opaque. Oui, opaque, infracassable. Et j'ai dit, on va appeler... j'ai pris la décision. Et j'ai dit ça aux quelques personnes dévouées qui s'occupaient, tout au moment de la sortie du film, de sa promotion, entre guillemets, parce qu'il est sorti dans des conditions catastrophiques.
Georges Craven, par exemple, il y a une première à l'Empire à laquelle François Mitterrand est venu, le président de la République. Et il me dit, mais il faut traduire. Je dis, non, on ne traduit pas. Mais personne ne va comprendre. Je lui ai dit, bien, personne ne comprendra. Oui. Bon. Et finalement, ça a été vraiment l'acte de nomination. J'ai donné le nom. Bah oui. Bon. Il se trouve que dans l'éducation nationale aujourd'hui, on refuse de dire Shoah, l'éducation nationale française. Ah bon? Oui, parce que c'est un mot étranger. J'ai lu ça sous l'interview d'un inspecteur général d'histoire. Il faut quand même le faire. Alors, il y a une anecdote qui c'est assez... Quand on vous dit, vous êtes Claude Lanzmann, l'auteur de la Shoah, vous dites non, la Shoah c'est Hitler, moi c'est Shoah. Absolument. Je trouve ça. Absolument. Bien, alors vous êtes un peu la Vestale de la Shoah d'une certaine façon. Vous avez une attitude un peu difficile par rapport à tout ça, parce que vous dites que pour travailler 11 ans sur ce film, il a fallu avoir la garde haute, des œillères, un certain aveuglement, au sens propre du mot d'ailleurs, parce que vous dites que finalement votre attitude a été la condition nécessaire de la réalisation, pour la réalisation de ce film. Oui, et vous en avez gardé une attitude un peu... Vous êtes facilement irritable sur le sujet, quoi. Vous êtes... Non, 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 je ne suis pas irritable, je suis plutôt calme et convaincu de ce que je dis. J'ai dit d'abord, il ne faut pas confondre, j'ai dit que pour moi, ne pas comprendre était une posture opératoire pour faire le film, et éthique en même temps. Bon, à savoir, on peut expliquer... Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut oser vouloir comprendre, ce qui est complètement ridicule. Parce que moi, je ne refuse aucune compréhension, aucun système, aucun domaine. On peut prendre la psychanalyse, la crise économique, le chômage, etc., etc., le mauvais médecin juif de la mère de Hitler, tout ce qu'on veut. Mais un beau jour, il faut passer au crime de masse. Il faut gazer les gens, les faire venir de l'Europe entière et les assembler dans des chambres à gaz immenses, etc. On n'engendre pas ça, par des raisons. Oser dire cela, faut être... c'est littéralement d'un autre ordre. Mais je ne suis pas du tout du côté de la sacralisation. Au contraire, Shoah a restitué la parole. Shoah désacralise totalement. Il n'y a pas d'attitude pieuse dans Shoah. Et si cela resacralise, c'est à un autre niveau beaucoup plus profond. Bien. Alors je vous presse un peu, Claude, mais donc vous dites, par exemple, quand BHL dit le siège de Sarajevo, c'est comme le ghetto de Varsovie, vous dites non. Quand on parle de génocide au Kosovo, vous dites non. Quand on parle de déportation, vous dites non. Oui. Vous dites la déportation, c'est quand on va vers des camps d'extermination. Sinon, c'est des déplacements de population. Voilà, c'est ce que je voulais. Je pense pas qu'il y a eu un projet d'éradication totale d'un peuple. Alors, j'aimerais vraiment maintenant, brièvement, si vous pouvez nous expliquer, parce que souvent on a des débats ici, vous connaissez le débat, Staline égale Hitler, le communisme c'est comme le nazisme, ça, bon voilà, et puis il y a des gens qui arrivent en disant, attendez, non, c'est pas pareil, parce que ce qu'a fait Hitler c'est unique, il y a même des gens comme Nolte, dont Carmousse parlait tout à l'heure, qui eux c'est pire que tout, ils disent pas que Staline égale Hitler, ils disent que c'est parce qu'il y a eu d'abord Zinoviev qu'il y a eu Hitler. Ouais. Bon. Et puis il y a des gens qui arrivent, Bernard Lévy était à votre place il y a quelques temps, ils me disent, attendez, c'est pas la même chose, il y a une unicité de la Shoah. Oui. Et même des gens qui comparent les deux comme Besançon disent lui aussi, il y a une unicité de la Shoah. Alors j'aimerais, en quelques mots, si vous pouvez nous expliquer l'unicité de la Shoah, cette notion d'unicité de la Shoah. Je ne crois pas que je vais le faire, parce que si je me mets à l'expliquer, l'unicité de la Shoah, d'abord, je vais entrer dans ce que je dénonce. Il y a une énigme de la Shoah. Et l'unicité de la Shoah... elle est dans son énigme même. Il y a une alliance très centrale entre l'énigme et l'unicité. Bon, je pourrais vous dire pendant des heures tout ce qui différencie la Shoah de ce qui a précédé ou de ce qui a été... ou du goulag. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire juive, mais non plus dans l'histoire des hommes. Dans l'histoire des hommes, absolument. Ou du goulag, par exemple. Mais entrer dans ces raisons, c'est... Oui. C'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, c'est se réinscrire dans l'obscénité. C'est le médecin juif, le mauvais médecin de la mère d'Hitler. J'ai compris. Que je dénonçais. Alors, bon, il y a Shoah, le film Shoah, et après vous faites un film sur l'armée d'Israël qui s'appelle Tzahal. C'est un film qui dure 5 heures, qui est sorti en 1994. Alors là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que Shoah, on comprend cette idée de créer un mot nouveau, pour d'employer un mot dans un usage qui n'était pas obligatoirement le sien,
pour désigner, pour nommer quelque chose qui n'était jamais arrivé. Mais Tsahal, pourquoi, par exemple, quand Claire Chazal présente le journal de 20h sur TF1, elle dit Tsahal, elle ne dit pas l'armée israélienne. Pourquoi l'armée israélienne est nommée d'un nom différent? On dit l'armée américaine, on dit l'armée russe, on dit l'armée italienne. Pourquoi on dit Tsahal? Tsahal, c'est un acronyme. Ça veut dire Force de défense d'Israël, en hébreu. Ouais. Je ne peux pas vous dire exactement, mais Tsahal, etc. Bon, c'est tout. Moi, j'ai nommé le film Tsahal parce qu'il parlait de l'armée israélienne, ça c'est clair. Vous, c'est normal pour un film. Oui. Mais pourquoi dans la presse française, on appelle ça Tsahal? Là aussi, il y a eu acte de nomination, d'une certaine façon. Alors bon, on n'a plus le temps. Plus court. On n'a plus le temps maintenant. C'est vrai qu'on vous a accusé de partialité sur ce film, surtout quand vous dites le soldat juif tue, mais c'est pas un tueur. Donc là, on pourra en parler des heures. C'est vrai que... Oui, mais il y a quelques tueurs, sûrement. Oui. Mais Shoah, c'est... enfin, pour dire d'un mot l'opposition, quand vous parlez de tank, ici, vous pensez au tank de Tiananmen, arrêté par un mec, par un type tout seul. Moi, je voyais le tank du point de vue du tankiste. D'accord. D'accord. Merci de votre présence et merci de toutes ces réponses. Je reçois maintenant le comédien Michel Galabru pour Monsieur Amédée au Théâtre Comédia. Michel Galabru, bonsoir. Bonsoir. Alors, concernant la télévision, vous avez dit je fais l'idiot, ce n'est pas à mon honneur, c'est une espèce de service après-vente pénible. On essaie de sauter sur le mot de rôle. Alors, vous vivez ça un petit peu comme des expériences négatives quand vous venez parler de votre travail à la télévision? Non, mais ce qui m'avait intéressé, c'est que j'avais vu aux États-Unis des comédiens comme moi, je n'étais pas des grandes stars, qui étaient obligés de faire ce service, puisqu'il faut parler de la pièce et que la télévision est un formidable agent de propagande. Et je les voyais, ils racontaient leurs histoires avant de partir de leur maison, leur appréhension, leur trac, leur pudeur, la difficulté de se présenter. On est toujours quand même un peu intimidé. Alors, ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ça m'avait passionné, oui. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous bien, et on vous aime et on est heureux de vous voir en tous les cas. C'est gentil. Alors la pièce en question, c'est Monsieur Amédée, qui a un formidable succès, parce que j'ai été joué, repris plusieurs fois. Donc c'est une pièce d'Alain Reynaud-Fourton, mise en scène de Jean-Pierre Dravel avec Bernadette Lafont. Et c'est quand je dis le Théâtre Comédia, je dis à nos amis téléspectateurs, c'est ce qu'on appelait nous l'Eldorado. L'Eldorado, oui. 4 boulevards de Strasbourg. Alors l'histoire, c'est simple, c'est Amédée, un prof de français, prof de français à la retraite, qui rencontre une prostituée et qui se retrouve patron de bordel. Voilà, le pitch, comme on dit ici, l'argument, comme on disait avant, est très simple. Très simple, oui. Mais c'est une très bonne situation, parce que le comique, au fond, c'est le type qui est placé, malgré lui, dans une situation. Ce professeur qui est un type très honnête, très quotidien, très français moyen, et brusquement projeté dans un milieu qu'il ne connaît pas, et il devient macro, c'est le contraire de ce qu'il est. Alors c'est un ressort comique effectivement très puissant, et c'est vrai, les gens, moi j'ai vu la pièce, les gens rient toutes les 30 secondes. C'est vrai que c'est incroyable. Et d'ailleurs, quand vous étiez en tournée pour l'école des femmes, les gens venaient vous demander, mais quand est-ce que vous reprenez Monsieur Amédée? C'est quand même extraordinaire. C'était extraordinaire de jouer un classique, un grand classique, et les gens vous disaient, voilà, parce qu'ils avaient bien rigolé, et puis que, bon, le classique, ça n'intéresse pas tout le monde, hélas, quelquefois. Alors, tout à l'heure, je vous ai vu croiser Philippe Tesson, je ne sais pas s'il a fait une critique de la pièce en question, mais vous dites, et je ne parle pas du tout de Philippe en disant ça, mais vous dites que le public parisien est devenu moche, c'est-à-dire qu'il est englouti dans une espèce de snobisme, un peu un télo. Est-ce que cette pièce a souffert de ça, ou est-ce qu'au contraire, les gens y vont sans se préoccuper de la critique et que c'est plein tous les soirs? Ah non, 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 je crois que ça s'adresse à un public très populaire, très simple, populaire, et puis il y a une certaine catégorie de public qui ne vient pas. Qui ne vient pas. Non, ils ont tort, parce que c'est très rigolo. Enfin, bon... par contre, quelquefois, on a des visites inattendues et des gens qui se disent « je me suis amusé, on est étonnés ». On va envoyer Tesson et Nerson la voir. Non, ne les envoyez pas. Ah bon, d'accord. Mais ça marche très bien, vous en foutez, Michel. Alors, vous dites le seul problème, c'est la mémoire. Là, il y a 1200 lignes. Vous dites « je me lève la nuit et je me dis « merde, qu'est-ce que je dois dire après ?» Et votre femme, elle gueule un peu. Vous avez des problèmes de mémoire?
Non, mais ça, c'est le problème du comédien. On n'a pas de problème de mémoire. On a les problèmes de la psychose du trou de mémoire. Ouais, l'angoisse du trou. J'ai dit 1000 lignes, pourquoi je me souviendrai de la 1001e. Quand on sent que quand on présente quelquefois 2 personnes qu'on connaît très bien, brusquement, c'est le trou de mémoire, on ne se rappelle pas. Moi, j'admire, parce que je serais incapable de vous C'est interviewer formidable. sur ces fiches. Alors, on a cette hantise, mais c'est une psychose qui... Il y a une grecque de grammaire latine qui dit la peur paralyse la mémoire. À l'époque, je prenais ça pour un truc anodin et je m'en suis toujours souvenu. Mais vous, ça remonte à vos débuts à la Comédie Française. Vous dites le conte d'hiver, vous êtes obligé d'apprendre 700 lignes en 6 jours et ça avait été pour vous. Et puis plus 5 ou 6 chansons, oui. Alors, c'est atroce. C'est atroce. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Parce que vous dites on va consulter le texte en coulisses. Il y a un comédien qui vous rend service, qui vous laisse partir. Qu'est-ce qui se passe quand on a un trou de mémoire? Ah, un trou de mémoire, maintenant ça devient un peu embêtant parce qu'ils ont supprimé le souffleur. Ils ont supprimé, on ne sait pas pourquoi, alors par des raisons économiques, je ne sais pas quoi. Et c'est une erreur parce que le souffleur vous rassurait par sa présence seule. On savait que si jamais il y avait un pépin qui peut toujours survenir et qui survient, eh bien, vous pouvez vous avancer doucement et il y a cette espèce de petit trou là où on voit une figure. Qui vous aide. Qui vous aide, c'est ça. Pourquoi vous n'avez pas ça? Regardez, ça c'est génial ça. C'est juste ça, vous avez ça dans l'oreille, et si vous avez un trou de mémoire, il y a quelqu'un qui vous souffle, non? Oui, mais je l'ai utilisé, ça. Ah bon? Je l'ai utilisé. C'est génial. C'est génial. Mais, attention, il faut s'habituer. Il y a un métier de ça. Oui. Ah oui, il faut faire attention. Il ne faut pas un jour, on vous dit, quelqu'un m'avait dit, mais si tu as peur, tu te mets ça, eh ben non, parce qu'on panique. Il faut en avoir une grande habitude. Alors, je me suis intéressé à votre vie pour savoir un peu comment, c'est un interview portrait, savoir comment vous étiez devenu Michel Galabru. Alors, votre père était directeur du port de Safi au Maroc et vous avez une enfance plutôt heureuse. Les premières années de votre vie, vous étiez là-bas, vous n'allez pas trop à l'école. Il y avait un grand noir qui s'occupait de vous qui s'appelait Majoub et vous aviez une vie plutôt sympa. Votre père était dur avec vous. C'est ça qui vous a peut-être laissé ce trac, cette espèce de toujours d'inquiétude. Mon père était comme étaient autrefois les parents, la plupart, dans certaines bourgeoisies. Ils étaient gentils, c'était des braves gens, mais ils étaient sévères, exigeants. Ils voulaient que leur... vous savez, autrefois, les classes étaient très séparées. Il y avait la classe ouvrière, celle qui réclamait du pain. Alors maintenant, le pain, on le gaspille, ou on n'en mange pas. Et puis il y avait la classe bourgeoise, moyenne, et puis alors il y avait la classe riche. Et quand on était dans la classe bourgeoise, les parents avaient toujours peur d'une déchéance, c'est-à-dire que tu iras travailler de tes mains. Tu seras un ouvrier, mon fils. Maintenant, c'est la punition, ça. Maintenant, ça existe de moins en moins, parce que quand vous avez un plombier qui vous prend 1000 francs pour vous réparer votre chasse d'eau, et que vous avez un docteur qui vous prend 150 francs, c'est plus la même chose. Non, mais c'est vrai que votre père ne voulait pas que vous soyez comédien, et quand vous avez fait le Matamor dans la division comique, il a eu un malaise. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... en me voyant dans le costume de Matamor. Du personnage. Alors, après, vous allez au Havre, vous quittez le Maroc, parce que votre père dirigeait donc apparemment des ports, vous allez au Havre, et là, alors, première déception, l'école, vous avez été viré 7 fois, et la première référence à Guitry, qui est pour vous quelqu'un d'extrêmement important, vous dites, c'est pas grave, moi j'ai été viré 7 fois, Guitry était viré 12 fois. Alors, l'importance de Guitry, pour vous, c'est colossal, parce que quand vous étiez petit, vous vouliez d'abord être footballeur, vous vouliez être Michel Zeller, et puis après, chauffeur de car, et puis après, vous dites, j'ai été Sacha Guitry. Et vous dites, je n'ai jamais été moi-même. Voilà, oui, ça continue un peu. Je ne m'aime pas tellement, oui. Parce que c'est normal, je suis enfoncé dans le quotidien, dans ma personne qui, par la fréquentation que j'en ai, est courante et banale, ne m'intéresse pas. Vous dites aussi que vous avez un physique qui ne ressemble pas à votre mental. En fait, vous dites, je suis impur. Et donc, c'est vrai que vous habitez un corps différent de... Voilà. Alors, vous êtes tellement ressemblé à Guitry que vous achetiez des bagues pour faire comme lui. Enfin, bon, votre premier nom de théâtre, c'était Michel Livry. Vous portiez les mêmes costumes, vous étudiez les mêmes peintres, les mêmes écrivains. Et alors, le goût du théâtre, vous est venu à Montpellier quand une de vos tantes vous a fait écouter un disque de Guitry et d'Yvonne Printemps. C'était le... L'amour masqué, et puis De Bureau. Ah oui, De Bureau. Oui, je connais par cœur un peu des tirades, des trucs comme ça, parce que j'entendais ça tout le temps. Mais je continue à les écouter, c'est curieux. Vous écoutez Guitry? Oui. Alors après, vous avez le bac, vous avez quand même essayé 5 fois avant de l'avoir, et là, votre père vous fassiez du droit, mais vous montez à Paris. Votre père, il vous avait dit un truc terrible, il vous avait dit, je veux que tu travailles au contentieux chez Schneider. J'imagine ce que ça a dû vous faire. Oh, je ne savais pas ce que ça voulait dire d'abord. Et ça m'a paru
il a été maladroit parce qu'il ne pouvait pas trouver un terme plus rébarbatif. Ah oui, c'est terrible. Contentieux. Chez Schneider. Moi, d'ailleurs, j'aurais échoué complètement. Oui. Schneider, c'était le Creusot. Oui. Schneider, c'était le baron en pain qui a pris la Bah oui, succession. c'est ça, Schneider, en fait. Mon père était employé. En fait, j'aurais dû dire Schneider, parce que Schneider, on dit, bien sûr. Alors après, vous partez à Paris. Alors là, il y a une espèce de quand vous quittez l'endroit où vous habitez, votre frère fait la quête, vous vendez votre phono, votre collection de timbres, vous montez à Paris, votre mère pleure, votre père, pas content, il lève la canne comme ça, il n'est pas très content. Et vous arrivez à Paris, donc c'est un peu Rastignac. Donc quel âge vous aviez à ce moment-là? Ben, je vais avoir 24 ans, un truc comme ça, 23 ans. 23 ans, peut-être. Alors, au début, c'est pas drôle, vous êtes contrôleur au TNP, et puis un jour, il y a ces Jean Pignol, devant l'église de la Madeleine, comment vous avez eu cette révélation Il vous a dit, vous êtes comique, et vous avez dit, dans ma famille, c'est vrai, les gens sont drôles, comment ça s'est passé? Oui, oui, c'est bénéfique, ça c'est le petit déclic. Il m'a dit, c'est curieux, c'est devant l'église de la Madeleine. Oui, je m'en souviens, on était dans un cours, le cours de Lidinès. Denis Dinès était un personnage doyen, sociétaire de la Comédie Française. C'était un grand bonhomme, à qui je suis très reconnaissant. Et Pignol était un ami intime, je l'avais connu à Montpellier. C'est moi qui lui ai donné le goût du théâtre. Il a après été réalisateur à la télévision. Bien sûr. Et nous étions donc élèves, et il me dit, c'est curieux quand même, parce que ta famille est drôle, ton père est drôle. Ben, moi, je ne trouvais pas mon père très drôle. Oui, apparemment. J'en avais plutôt peur. Et il m'a dit, et toi, c'est curieux, pourquoi tu es drôle dans la vie, et puis sur scène, tu devrais chercher là-dedans. Il a eu raison de me faire chercher dans les racines, comme dans l'origine, et j'ai écouté mon père parler. Je l'ai écouté pour la première fois. Et là, pour la première fois, j'ai entendu des choses... Il pouvait y avoir de drôle dans l'intonation, oui. Alors après 3 ans de conservatoire, et quand même là, vous qui avez toujours tout raté, enfin 5 fois le bac, viré de cette école, vous avez premier prix classique, comédie moderne au conservatoire, et en 1950, vous entrez à la Comédie Française, avec Robert Hirsch, que je salue, parce que je sais qu'il regarde l'émission, et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. On respecte beaucoup Robert Hirsch. C'est un génie. C'est un génie. J'ai joué à côté de lui les Faubry Scapin, et ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Oui, je le salue aussi. Par pudeur, on ne se voit pas, ou on n'a pas communiqué souvent, mais moi, et qu'il le sache, j'ai toujours beaucoup aimé et admiré. On lui a dit, il est venu dans cette émission, on fait très peu de télé, il est venu ici l'année dernière, on lui a pu lui dire à quel point il avait été important pour oui, parce que le pauvre, on n'a pas été très juste avec lui. C'est un des plus grands acteurs de notre temps, et vous voyez, Robert Hirsch, les gens il n'est pas assez star, c'est vrai. Alors bon, votre père aussi, toujours lui, hein, quand vous êtes à la Comédie Française, il va voir l'administrateur comme il allait voir le proviseur quand vous étiez à l'école. C'est extraordinaire. Oh là là, il va voir ça pour recommander le petit. Oh, c'est extraordinaire. Là, c'est des trucs des parents. Ça, et alors voilà, ça c'est en 50, vous rentrez à la Comédie Française, vous y restez jusqu'en 57 d'ailleurs. En 51, faites votre premier film, qui s'appelle Ma femme, ma va chez moi. Je vous avoue que je ne connais pas le film, de Jean Devèvre. Et 20 ans plus tard, donc il vous aura fallu 20 ans. 20 ans plus tard, je dis ça parce que moi, ce qui m'intéresse dans les vies et les carrières, c'est l'espèce d'abnégation et d'entêtement qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez mis 20 ans entre 51 et 71. En 71, vous faites Le Viager, avec Tchernia, qui est le premier film, finalement, où là, on dit, attends, Galabru, c'est pas seulement un comique comme ça et tout, c'est un grand acteur. Et alors après, vous avez fait Section spéciale avec Costa Gavras, Le juge et l'assassin de Tavernier, que tout le monde connaît, avec Noiret, et puis parallèlement, la série des gendarmes. C'est-à-dire que vous avez toujours passé d'un genre à l'autre, non? Oui, c'est-à-dire que j'ai fait les gendarmes avant. Oui. Et pour résumer tout ce que vous dites, il y a un critique dans le journal du dimanche, je crois que c'est Pierre Billard, donc un critique éminent. Il a mis, je me rappelle toujours cette critique, il a dit le génie de Tavernier et d'avoir trouvé dans le ringard du gendarme son assassin. Voilà, ça c'est formidable parce que ça résume un peu l'état d'esprit des gens du cinéma. Alors, vous avez fait 200 films. Hein. Alors, on vous dit toujours, quand on vous interviewe à la télé, vous avez fait des navets. Bah, vous dites oui, évidemment. J'ai fait des navets, évidemment, parce que j'avais des pensions alimentaires à payer, j'avais des impôts, comme tout le monde. Puis il y a les femmes aussi, non? J'imagine. Oui, enfin, tout ce qui est coûteux, quoi. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Je l'ai perdu au 18 », qui est, en fait, c'est votre virginité dont vous parlez. Bien entendu. Hein. Et la fille s'appelait Mouna. Et c'est extraordinaire parce que vous avez pris une prostituée qui avait une montre pour être sûr de rentrer à l'heure. Oui, parce que mon père me donnait des cours de maths, il fallait que je sois à l'heure. Non, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé le fils de cette personne. Ah, c'est fou. Vous vous rendez compte? Un garçon charmant qui fait du théâtre. Le fils de Mouna. Oui, il n'est pas Mona. Il n'est pas professionnel, mais il fait du théâtre amateur à Montpellier.
On me l'a présenté. Ah oui, c'était à Montpellier, Mona. À Montpellier. Et alors, quand elle vous dit, va faire ta petite toilette, vous allez vous laver les pieds. Je trouve ça extraordinaire. Quoi. Et oui, parce que ma mère me disait, tu lavais les pieds, vous savez comment on dit, ah aux enfants. Mais c'est marrant de vous voir là, vous êtes plutôt souriant, plutôt de bonne humeur, et pourtant souvent vous êtes un peu dépressif, un peu... Parce que vous êtes très lucide, c'est pour ça que vous êtes... Oui, je pense, enfin, je m'efforce à la lucidité et à l'objectivité, ce qui n'est pas commode, hein. On se trompe tous, on n'y arrive jamais d'ailleurs, on n'y parvient jamais. Mais moi je suis cyclotymique, je peux passer d'un sentiment là, vous êtes bien aujourd'hui là. D'euphorie complète à l'abattement le plus total. Oui, mais ça ne dure pas longtemps d'ailleurs, ni l'un ni l'autre, c'est très bien là. Mais en plus, vous ne souffrez pas de votre âge, parce que vous dites je me sens jeune dans une vieille voiture, mais vous dites je me sens jeune, vous n'avez pas, je ne sais pas quel âge vous avez, on peut le dire? Non, on ne peut pas le dire. D'accord, on ne le dira pas alors. Ça ne se dit pas, ça ne se dit pas. De se préciser. On a l'âge de sa mort, c'est-à-dire que quand je mourrai, on peut dire il était vieux, pas avant. Est-ce que, dernière question, est-ce que des fois vos angoisses ne viennent pas du fait que finalement vous ne croyez pas? Parce que vous ne croyez pas en Dieu, vous dites s'il existe, c'est pas un brave homme, ce qui n'est pas très gentil pour lui. Oui, mais c'est pas gentil pour nous, parce que quelqu'un qui est... On me dit, bon, c'est peut-être un peu puéril ce que je dis, et primaire, mais enfin, on n'a pas de réponse, il a tout créé, il sait tout, il voit tout, il a tout créé, tout. Les sentiments, et regardez, dans la merde dans laquelle nous sommes, avec des maladies effrayantes, imaginez cette petite boule qu'est la Terre, qu'il a infesté de microbes. Quelle nécessité! Quelle nécessité! S'il était tout puissant de faire ça, on voudrait une réponse. Et comme disait Sacha Guitry, est-ce que vous croyez? Il disait, le moindre signe serait le bienvenu. Voilà, ça, c'est formidable. Vous me faites ma chute, c'est ce que je voulais vous dire. Je l'avais noté, le moindre signe serait le bienvenu. Ça, c'est formidable. Je trouve ça formidable. Ça va très loin. C'est bien quand on termine sur Guitry. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Voilà, on poursuit avec notre portrait croisé maintenant de Claude Brasseur et Michel Bouquet pour À tort et à raison au Théâtre Montparnasse. Philippe Tesson avait émis quelques bémols sur ce dialogue de sourds entre un militaire aux grands airs et un maestro qui n'a pas dit non. Karine Roy nous fait entendre un autre son de cloche, Magnéto. Je n'ai aucune idée de ce que pensaient les gens ordinaires. Ah, ça, non. Parce que je n'ai plus eu qu'une seule intention. À partir de 1933, quoi que j'ai fait, et c'est là la véritable raison pour laquelle je n'ai pas quitté mon pays, ma seule intention était de prouver que l'art a plus de sens et d'importance que la politique. Je pense que c'est quelqu'un, il faut pas l'emmerder, quoi, parce que je crois que c'est quelqu'un qui, comme tous les gens calmes, qui se retiennent, peuvent, comme un volcan, un de ces 4 matins, et quand ça pète, ça pète. Et je crois que c'est quelqu'un, je suis même sûr, c'est quelqu'un d'extrêmement violent, très violent. Et il le prouve d'ailleurs en scène, quoi. Il y a parfois des accès. Ce qui est merveilleux avec lui, surtout, c'est les surprises qu'il nous offre. À mon sens, c'est un chef d'orchestre cérébral. Il ne reçoit pas l'œuvre à chaque fois, comme s'il la découvrait. Il dirige d'après ce qu'il connaît et ce qu'il décide. À savoir les nuances. C'est pourquoi les nuances chez lui sont toujours exagérées. Ses tempilants sont trop lents, c'est rapide, trop rapide. Le résultat a toujours quelque chose d'hystérique. Oh, bah, je me prépare. C'est plutôt pour arriver à une espèce de vide intérieur, pour laisser le personnage agir au moment où il devra agir, que je ne sois pas encombré avec des choses personnelles, et qu'il prenne la place qu'il doit prendre dans une neutralité très grande de mes humeurs, si vous voulez. Que mes humeurs ne viennent pas contrarier sa venue, quoi. Pour moi, c'est un des derniers grands monstres de la génération, même s'il est plus jeune. Mais c'est une génération de mon père, des Blier, Perrier, Villard, Jouvet et compagnie. C'est un acteur musical. C'est un acteur qui joue beaucoup sur la musique, sur le rythme des phrases, comme vous dites parfois. Ça. Et c'est jamais au même endroit. Ce n'est pas juste. Comment aurais-je pu savoir de quoi ils étaient capables? Personne ne le savait. Personne ne savait. Les monstres qu'ils étaient. Leur atrocité, leur dépravation.
Oh mon Dieu. Oh. Je suis toujours au théâtre et tant que je pourrai, si vous voulez, je m'accrocherai au théâtre. Je ne trouve pas du tout d'intérêt à rester amorphe. Je trouve que c'est la meilleure possibilité d'arriver au désespoir. Je pense que l'être est fait pour agir tant qu'il peut. À partir du moment où il est frappé par le destin, alors à ce moment-là, il n'a plus rien à dire. Et puis, c'est bien d'arriver à ce moment-là, si vous voulez, le plus amoché possible pour que ça dure le moins longtemps possible. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.